permettre à commencer la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour être présents ce soir pour la 3e conférence à l'Institut franco-américain dans un cycle de 6 que nous présentons cette année sur les questions environnementales aux États-Unis. Pour faire un petit rappel de la suite avant de revenir à ce soir, notre prochaine conférence aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 6 février à 18h30. Il s'agit d'une rencontre avec Anne-Lise Melchion, qui est professeure d'histoire et géographie, autour de son dernière œuvre, Apocalypse Show, qui analyse la question écologique dans les séries télévisées apocalyptiques américaines. La conférence sera animée par Arnaud Vasmer. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un des modérateurs de référence sur la scène rennaise et qui promet donc un dialogue de qualité. Ensuite, en avril, nous accueillerons 2 conférences autour de l'immense et mythique bassin Mississippi. Une, le 1er avril, qui portera sur l'impact du changement climatique sur cette artère fluviale si importante au commerce et à l'économie américaine, avec Hervé Nicolas, présent ici ce soir. Je tiens à vous remercier, Hervé, pour cette intervention à venir et surtout pour toute l'aide que vous avez apportée à l'Institut à construire notre programmation sur l'environnement cette année. Et après votre intervention, le 3 avril, nous allons accueillir l'auteur américain Eddie Harris, le 3 avril, qui revient à l'Institut après 3 ans, ou 4 ans maintenant, avec son documentaire River to the Heart, basé sur sa descente solo en canoë des 3766 km du Mississippi en 2015. Donc, pour revenir à la conférence ce soir et avant de commencer, je tiens à rappeler, comme toujours, quelques points d'ordre pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. D'abord, merci d'éteindre ou de mettre en silencieux vos téléphones portables pour ne pas gêner l'audience et surtout, on enregistre cette conférence et il sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Alors, vous pouvez le revisionner et surtout inviter vos amis et vos connaissances à le revisionner. Et deuxièmement, à la fin de la conférence, professeur Nicolas dira 2 mots de conclusion et vous aurez l'occasion de poser des questions à nos jeunes intervenants que j'ai le plaisir d'introduire ce soir. Yaël Barre-Roland et Raphaël Sermet sont 2 étudiants qui finissent cette année leur master en télédétection et environnement à l'Institut Agro Rennes-Angers. Une petite parenthèse ici pour remercier l'Institut Agro aussi, qui a été un partenaire fidèle dans l'élaboration de notre programmation environnement cette année, et particulièrement en soutenant leurs étudiants dans une double restitution qui n'était pas facile et qui demandait beaucoup de travail, de leur thèse de master aussi bien à l'Institut Agro qu'ici à l'Institut. Alors, un mot sur ce que je comprends le but de ce master unique, cette combinaison de technologie et environnement. Et il nous semblait pertinent de faire appel à ces jeunes scientifiques pour la conférence ce soir, justement parce qu'ils préparent ce parcours de développer des expertises technologiques utilisant des outils de dernier cri, l'intelligence artificielle, les données satellites, mais en même temps, ils se forment à des questions des enjeux environnementaux et agricoles. Donc, 2 disciplines qui des fois manquent à se rencontrer et pourtant un dialogue est important parce que c'est quand même essentiel pour prédire l'avenir environnemental de la planète et peut-être envisager des solutions. Quand nous avons commencé à préparer cette programmation, les terribles incendies à Los Angeles, le froid glacial du vortex polaire à Washington et les inondations exceptionnelles à Rennes n'avaient pas encore eu lieu. Même si la conférence ce soir porte sur un territoire limité, mais divers, aux États-Unis, le Dakota du Sud, mon espoir est elle peut ouvrir, cette conférence, votre imaginaire aux possibilités que de telles recherches pourraient adresser à ces phénomènes climatiques.
Je vous invite donc de profiter de la présence de nos jeunes chercheurs pour échanger à la fin sur leurs recherches et ses applications à ces enjeux de la planète que nous partageons tous. Avant de passer la parole à Yael et Raphaël, je tiens à remercier la ville de Rennes et l'ambassade des États-Unis pour leur soutien à l'Institut franco-américain et à remercier nos intervenants pour s'être prêtés au jeu de préparer une double restitution. La seconde adaptée au mieux à un public de non-initiés, mais existentiellement concernés par leur recherche. Donc, merci à vous. Merci à vous, l'audience, pour votre écoute et un grand merci à Yael Bar-Roland et Raphaël Sermet pour cette introduction à l'environnement aux États-Unis vu de l'espace. Je vous invite. Merci et encore merci à vous d'être présents ce soir. Merci à l'Institut franco-américain de nous inviter. Merci aux encadrants ici présents, Hervé Nicolas, Nelly Moulin et Aude Chenet pour ces précieux conseils sur la réserve de Pine Ridge, celle qu'on va étudier ce soir ensemble. Aude Chenet a d'ailleurs présenté une conférence en environnement ici à l'Institut franco-américain. C'était très intéressant, vous pouvez le regarder. On va présenter notre projet professionnel qui s'intitule « Indicateur fonctionnel pour la gestion des territoires, une application aux territoires autochtones des États-Unis ». Donc les territoires autochtones, vous pouvez comprendre ça par réserve amérindienne. Alors d'abord, on va se présenter. Donc on est tous les deux issus d'une licence de géographie. Donc moi, j'ai fait une licence de géographie à l'Université du Mans. Voilà, moi, Raphaël Sermet, j'ai fait une licence de géographie et aménagement, comme toi, mais à Avignon. Et on s'est retrouvés dans le même parcours, dans le même master de télédétection, ici à Rennes. Donc on a un master mention GAED, donc géographie, aménagement, environnement et développement. Parcours télédétection environnement, donc c'est un parcours co-accrédité entre l'Université de Rennes 2 et l'Institut Agro Rennes-Angers. Ce parcours il vise à étudier les processus environnementaux au moyen de technologies spatiales. Vous pouvez comprendre ça par satellitaire. Il vise aussi à connaître des domaines d'application de l'environnement de ces images satellitaires. Le climat, on a des cours d'hydrologie ou d'agronomie à l'Institut Agro. On doit connaître des outils et des méthodes spatiales, donc on a recours à la télédétection, qu'on présentera juste après, l'intelligence artificielle et des systèmes d'information géographique. Notre master, par rapport à beaucoup d'autres de géographie en France, il a une forte composante informatique. Donc on fait du machine learning, donc c'est de l'intelligence artificielle statistique. On fait du deep learning, c'est un apprentissage de l'intelligence artificielle plus profond. C'est comme ça que fonctionne ChatGPT notamment. On a beaucoup recours à la programmation. Donc on a la programmation, on fait du Python par exemple, ou de la programmation statistique avec le logiciel R. C'est un master qui forme à la recherche. On va bien le voir dans ce projet professionnel. Mais on peut aller à l'issue de ce master aussi vers le monde privé ou professionnel dans la recherche par exemple. Alors pour commencer, une petite définition de la télédétection. Alors qu'est-ce que c'est ? La télédétection, c'est l'ensemble des méthodes et des techniques qui permettent de détecter à distance des objets ou des surfaces à partir des rayonnements électromagnétiques qu'ils émettent. Donc le Soleil donne une énergie à une surface terrestre ou autre qui la réfléchit vers un satellite, on appelle un capteur, un radiomètre. C'est pas comme une image que vous voyez tous les jours avec trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Une image satellitaire, elle possède plein d'informations et plein de bandes spectrales. Donc nous, avec nos yeux à l'œil nu, on voit dans le spectre de ce qu'on appelle le visible, donc de 0,4 à 0,7 micromètres. Mais si jamais on avait de quoi voir, nos yeux pouvaient voir de plus grande longueur d'onde, plus que 0,7 à 0,8 micromètres, donc plus que ça, peut-être qu'on verrait d'autres choses. Donc par exemple la neige. Vous voyez ici qu'elle reflète à 100% dans toutes les longueurs d'onde du visible, donc de 0,4 à 0,7 micromètres. Si jamais nos yeux pouvaient voir plus de longueurs d'onde, et peut-être qu'on verrait la neige apparaître différemment. Et on tire parti de ces propriétés physiques des surfaces pour identifier des fonctionnements physiques des surfaces. Donc on tire parti du fait que les surfaces réagissent différemment en fonction des longueurs d'onde. Voilà. Vous voyez, si on peut revenir, qu'il y a tellement de surfaces différentes, donc tellement de possibilités, c'est très complet. En fait, la télédétection, on observe la Terre, donc il y a tellement de sujets à aborder. C'est un monde fascinant, l'observation de la Terre. En bon géographe, on va commencer par une petite présentation de notre zone d'étude. Ici, vous reconnaissez les États-Unis, c'est une carte physique. Donc,
Plus on monte, plus c'est marron, plus on monte vers le haut. Donc là, on reconnaît les grandes rocheuses à l'ouest, à plus de 4000 mètres à certains endroits. Plus c'est vert foncé, là, c'est bas, c'est donc le fond du Mississippi à 0 mètre. Nous, on va s'intéresser en particulier à la zone des grandes plaines des États-Unis, donc cette zone-là. Cette zone de grandes plaines, dans l'imaginaire collectif, on imagine des champs sur des kilomètres avec des tracteurs alignés qui cultivent les uns à côté des autres. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une grande diversité de paysages et de milieux environnementaux différents. Donc nous, on va s'intéresser en particulier au Dakota du Sud, qui se situe ici, et sur une zone, une réserve amérindienne, qui s'appelle Pine Ridge. Et voici la carte de toutes les réserves autochtones, des territoires donc, autochtones souverains aux États-Unis. Il y en a 310 pour près de 574 tribus différentes. Donc, à peu près à l'ordre, une idée, c'est la population autochtone aux États-Unis, c'est plus ou moins 2% de la population totale, soit 10 millions d'autochtones en tout. Voilà. Alors, pour introduire les grandes plaines d'Amérique du Nord, on va commencer par parler de végétation naturelle potentielle. Donc, si jamais il n'y avait pas eu de colons européens aux États-Unis, et si c'était par exemple les Amérindiens qui avaient entretenu les paysages et l'environnement, la végétation naturelle potentielle, ou ce qu'on appelle aussi le climax, on observerait dans cette zone d'Amérique du Nord des grandes plaines des prairies, donc des grasslands en anglais. Elles représentaient autrefois un tiers des paysages d'Amérique du Nord. On y voyait une biodiversité riche et diverse. Donc riche, ça veut dire qu'on voyait beaucoup d'individus par unité de surface. Et diverse, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'espèces, et on en observe encore aujourd'hui, beaucoup d'espèces différentes par unité de surface. Alors, par exemple, ça c'est l'exemple de faune qu'on peut y croiser, donc les chiens de prairie, les spermophiles, ça ressemble un petit peu à des marmottes, des bisons, dont on parlera aussi dans ce projet professionnel, des tétras des plaines, une sorte de poulet. Sinon, des prédateurs comme les coyotes de l'aigle royal ou le serpent à sonnette, par exemple. Naturellement, on va dire, ces milieux étaient entretenus par des incendies, donc naturels ou non, provoqués ou non par des Amérindiens, et par les bisons qui, en broutant, et conservaient ce milieu ouvert tout en protégeant les sols. Nous, ce qui nous intéressait, c'est cette partie en bleu ici, la Short Grass Prairie. Donc, représente ça, donc c'est des milieux très ouverts. Les herbacées ne dépassent pas les 30 cm. C'est quasiment dépourvu d'arbres, excepté quelquefois sur les hauteurs, avec quelques arbres diffus. Mais c'est ce milieu environnemental qu'on va étudier ici. Alors pourquoi les grandes plaines? Un petit peu de géologie pour commencer. Donc là, vous voyez la carte géologique d'Amérique du Nord. Dans la dernière ère géologique récente, le Quaternaire, il y a un gigantesque glacier qui recouvrait cette zone, jusque-là à peu près, qu'on appelait un Inland 6. Ce glacier, en zone périglaciaire, donc un peu plus au sud, les vents ont déposé à partir de ce glacier des sédiments qu'on appelle des leuses. Ces sédiments, ils ont rendu les terres fertiles sur cette zone centrale, là, et arables. En plus de ça, ce que vous voyez en vert, c'est une zone là, c'est une zone calcaire, donc les terres sont arables et fertiles à cet endroit parce que c'est une concomitance de la leuse qui a permis un fertilisant de surface et un calcaire en dessous qui a permis de rendre les terres arables sous surface. Et la Leuze, spécifiquement, ça ressemble à des paysages comme on a vu en première diapositive, des Badlands, donc des zones assez escarpées, hein, qui ont été creusées par le glacier, en quelque sorte. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on observe des prairies? Donc, je vous propose de voir ça sous l'angle de la classification de Köppen-Geiger. Donc, une classification climatique comme celle-ci de Köppen-Geiger, donc ça c'est la plus couramment utilisée aujourd'hui, ça répond au besoin d'organiser et synthétiser nos connaissances sur le climat à partir des données observées, donc qu'elles soient satellitaires ou in situ, sur site. Ces classifications, on se sert de données de précipitation, de température mensuelle, et après on regarde comment ça se fait annuellement sur 10 ans, et idéalement si on fait de la climatologie sur plus d'une trentaine d'années. Donc là, on a regardé qu'est-ce que ça donne la classification de Köppen-Geiger sur les États-Unis. Et ça donne ça, donc cette zone qui correspond aux prairies, c'est la zone en beige ici, et donc c'est BSK. Et BSK, ça correspond à un climat semi-aride continental. Donc continental, on comprend bien pourquoi, on est au centre des États-Unis. Les précipitations, certaines années, elles sont insuffisantes pour maintenir une culture. Alors il y a deux raisons à ça. Donc, d'abord, si les dépressions atlantiques, donc les dépressions, c'est ce qui apporte les précipitations, qui arrivent de là,
elles arrivent de ici, en allant vers la continentalité, elles s'assèchent, ce qui fait que quand on arrive au milieu des États-Unis, il n'y a quasiment plus de précipitations. Et d'une autre part, quand les dépressions Pacifique arrivent de l'ouest, donc là on est en climat méditerranéen, donc ça arrive moins souvent, elles tapent contre les grandes rocheuses, elles montent, elles précipitent dans les grandes rocheuses, et de l'autre côté, elles s'assèchent en descendant. Et donc, c'est aussi cette concomitance des deux faits qui fait que cette zone est particulièrement aride. Après, souvent, l'ET est supérieur au P. Donc, l'ET, c'est l'évapotranspiration. Donc, l'évaporation, c'est l'eau qui s'en va du sol. Et la transpiration, c'est l'eau qui s'en va de la végétation. Donc, si l'eau qui s'en va du sol et de la végétation est supérieure en précipitation, in fine, le sol va s'assécher. Donc, les étés peuvent être très chauds, mais les hivers sont froids, voire très froids. Donc, par exemple, en ce moment, à Pine Ridge, qui se situe à peu près ici, il fait moins 20 degrés. Parce que les fronts polaires qui arrivent du nord, ici, ils n'ont pas de quoi se réchauffer par les océans ou les grands lacs comme ici. Donc là, ils sont directement donnés le froid directement chez eux, alors qu'on est à peu près à la même latitude que Bordeaux, par exemple. Et donc, vous voyez ici, à votre gauche, à votre droite plutôt, ma gauche, les territoires autochtones avant la colonisation, qui sont en bleu. En gris, on a les 13 colonies, les premières colonies indépendantes des États-Unis. Et en rouge, petit à petit, dès 1758, la création des réserves. Des réserves où on va parquer les Amérindiens, les natifs des États-Unis. Donc c'est assez impressionnant et ça se conjugue par cette fameuse phrase de la destinée manifeste. Vous savez, les colons ont apporté la civilisation dans l'Ouest. Ils ont apporté l'école, l'agriculture, les infrastructures, et on le voit très bien sur cette illustration. Mais avant ça, je vais quand même commenter cette photo. Cette photo qui est après un massacre dans la réserve de Pine Ridge, donc celle qu'on étudie. C'est le massacre de Wounded Knee, qui marque en fait, qui symbolise la fin de cette guerre, cette violente guerre entre Indiens et colons occidentaux. Voilà. Donc, American Progress, voilà, le progrès américain, comme on le voit ici. On part de New York au début de la peinture, et progressivement, on dépasse les Rocheuses, hein, et on conquit les terres. Les Indiens fuient vers le côté obscur, ténébreux de la peinture, avec les bisons, et s'ensuit petit à petit l'agriculture, la chasse, ou bien encore le train. Voilà. On a cette figure-là qui ressemble un peu qui symbolise Columbus aux États-Unis, qui apporte vraiment le savoir. Elle a un cahier d'école dans sa main droite. Voilà, encore une photo qui symbolise beaucoup de choses. En fait, tuer les bisons, ça a été vraiment politiquement voulu, parce qu'on pouvait gagner de l'argent. On vendait de la peau, et donc on a tué beaucoup de bisons. Enfin, les civilisations occidentales ont tué beaucoup de bisons. Et là, cette photo-là, on voit qu'on a récolté tous les crânes. Après, les crânes, on les a utilisés, par exemple, pour faire de l'engrais dans ces zones-là d'agriculture. Donc ça a été... il y a eu une grosse motivation pour tuer les bisons, et ça a fortement déstabilisé les Amérindiens qui vivaient en symbiose, on peut dire, avec les bisons, qui étaient vraiment la forme d'alimentation principale dans ces grandes plaines. Voilà. Donc c'est pas la même façon de penser que les Occidentaux, vous imaginez bien. C'est plutôt des religions animistes, donc qui sont portées vers la nature, l'esprit de la nature, que toute chose a une âme. Et donc l'objectif pour eux, après tous ces massacres, c'est de remettre la nature dans une place réelle, de la conscientiser et faire avec. Cette façon de penser, elle est importante pour nous, puisque l'environnement est au cœur des
de la façon de penser, la spiritualité des Amérindiens. Et donc en étudiant l'environnement, on étudie aussi tout ça. Donc c'est important de contextualiser à ce sujet. Et donc voici notre zone. Notre zone d'étude, elle se situe dans le Dakota du Sud, comme précédemment dit. Et en rouge, on voit bien la limite de la réserve de Pine Ridge. Sur cette image-là, donc satellitaire, on perçoit déjà les premiers types de paysages. Ici, on a des terres très secs, très arides. Ce sont les mauvaises terres, les badlands. Là, plutôt les agricultures. Un peu de forêt et pas mal de prairies. Là, on a quelques exemples sur ces échantillons. La zone qui correspond ici en vert, c'est le zoom qui est ici. Donc ça, ce sont des cultures non irriguées en plan en damier, hypodaméen. Et en bleu, c'est la zone qui est zoomée là. Donc ça, c'est des terres cultivées de façon plus intensive et irriguées. Donc on a cette partie-là qui est non irriguée, qui est ici, et là irriguée, donc de façon circulaire. Donc c'est assez représentatif. En fait, ils vont creuser dans les nappes pour puiser, et ensuite ils font un cercle d'irrigation autour. Donc où est-ce que s'inscrit notre projet? Donc notre projet il découle d'un besoin identifié par l'ONG Village Earth. Donc c'est une ONG américaine au statut 501c3, donc c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 1993. En 2019, Village Earth crée le Native Lands Advocacy Project, qui se met au service de la gestion territoriale tribale souveraine, donc des autochtones. Cette ONG est soutenue par de grands groupes autochtones intertribaux tels que Indian Land Tenure Foundation, Intertribal Agriculture Council, Native American Agriculture Fund, Indigenous Food and Agriculture Initiative et bien d'autres. Le NLAP, c'est un centre de recherche spécialisé sur les questions de souveraineté tribale de la terre et de l'agriculture souveraine aux États-Unis. Donc, ils sont spécialisés en agriculture. Ils produisent des outils cartographiques, des cartes, des data dashboards, des story maps, en lien direct avec la planification. Donc la planification qui peut être territoriale agricole, climatique, socio-économique des tribus. Ils réalisent des plans climat agricole, ils réalisent des études de faisabilité de projets tribaux aux demandes de financement. Ils établissent des ministères tribaux dédiés aux questions de planification territoriale. Ils corrigent des données sporadiques du Bureau des Affaires indiennes. Donc ça, Ochene l'avait très bien présenté lors de sa présentation la dernière fois. Et d'autres agences fédérales, et plus généralement, ils participent au plaidoyer, à l'éducation et à la recherche. Donc ils ont créé le Native Land Information System, donc c'est l'interface publique des données du NLAP. Certains des outils cartographiques sont ouverts en accès libre si la sensibilité des données le permet. Donc on vous le présente parce qu'on s'est vraiment inspiré de ce Native Land Information System pour vérifier la pertinence de nos résultats et pour avoir des données un peu plus concrètes sur le terrain. On compte plus de 20 000 utilisateurs par mois, donc c'est une grosse plateforme. Elle est citée par une centaine de références, donc des articles scientifiques, des livres, la presse. C'est reconnu comme répertoire faisant autorité par l'université américaine majeure, Yale, Harvard, Princeton et d'autres. Et donc nous, on s'inscrit dans un intérêt jugé de données plus précises dans la gestion territoriale tribale sur la réserve de Pine Ridge. Donc là, il y a 2 captures d'écran de ce que vous pouvez voir en arrivant sur le site du Native Land Information System. Donc ça, par exemple, c'était une story maps qui expliquait la résilience du bison face à l'installation du colonialisme. Donc allez voir. Donc voilà une initiative parmi tant d'autres dans ces réserves, comme celle de Makos, qui cherche à rendre l'agriculture autosuffisante pour les autochtones, mais aussi l'énergie, la culture, travailler sur l'aspect social. Et ici, on a un graphe qui représente la réintroduction du bison dans ces réserves-là, donc sur l'échelle de toutes les États-Unis, dans chaque réserve. On voit elle est partagée entre natifs et non natifs, et on voit que sur l'année de 2002, ça a explosé chez les natifs, puisque 105%, il y a une recrue de 105% des bisons dans ces réserves. Alors que les non-natifs, qui n'est pas du tout la priorité culturelle ou de développement, elle a reculé, elle est de moins 9%. Donc après ce contexte, on peut problématiser notre sujet pour avoir
plus de sens à ce qu'on a fait. Donc on vous propose de répondre à la question suivante. De quelle manière les images satellitaires peuvent-elles soutenir la gestion des territoires autochtones aux États-Unis ? Donc le plan est classique, hein. On va vous montrer d'abord les méthodes, puis les résultats. Et enfin, on pourra discuter, on va vous montrer la conclusion et on attendra vos questions. Alors ça, c'est la méthodologie générale, notre diagramme de traitement pour faire ce projet professionnel. Donc en premier lieu, le grand point, le numéro 1, c'était d'acquérir les données satellitaires. Donc on en a acquis beaucoup, donc une série temporelle Sentinel-2 qui représente notre principale donnée. On les présentera juste après. Donc ce sont des satellites européens du programme Copernicus. Une série temporelle Landsat 8, ce sont des satellites américains. Des données climatiques, satellitaires là aussi. Des données de relief qui nous serviront aussi. En deuxième point, on a identifié des classes d'occupation du sol. Donc c'est important parce qu'en télédétection, on part de là, c'est notre fond de carte, c'est la classe d'occupation du sol. Donc on a identifié des classes de prairies, de forêts, des zones en eau, donc des classes qui nous intéressaient pour étudier la présence du bison. On a essayé de comprendre le fonctionnement de la réserve en estimant la biomasse disponible à partir d'indices de biodiversité. On a essayé de comprendre également la réserve et son fonctionnement en vérifiant la pertinence de nos résultats à partir d'indices de stress hydrique dans la réserve et voir comment dans le temps ce stress hydrique variait. Et in fine, le but, c'est avec toutes ces données-là qu'on avait acquises, c'était d'identifier la probabilité de présence du bison dans la réserve. Alors c'est un exemple d'application pour avoir un fil conducteur à tout ce qu'on a fait, mais on aurait pu choisir autre chose. Ouais, on aurait pu choisir, regarder plus les inégalités structurelles, probablement dans l'agriculture par exemple. Alors pour commencer, l'acquisition des données, donc on a récupéré les images satellites Sentinel-2, une centaine d'images au total. C'est pas comme les photographies, une centaine d'images en détection, c'est beaucoup parce que en photographie, une image, ça fait quelques mégas. En détection, une image, c'est 1 giga. Donc il faut imaginer qu'une image, ça fait 100 km sur 100 km avec une résolution spatiale de 10 mètres de côté. Donc ça veut dire que le plus petit pixel que vous pouvez observer, par exemple, sur cette image-là, fait 10 mètres par 10 mètres. Donc c'est pas ce genre d'images qui vont détecter s'il y a des piscines derrière les maisons ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des images moins résolues. Nos processus d'acquisition des données, il est automatisable. Donc, par exemple, il faut 2 à 3 jours pour récupérer la dernière image acquise. Donc, quand le satellite passe au-dessus d'une zone d'étude, il faut 2 à 3 jours pour la récupérer effectivement sur son ordinateur. Ça demande un peu de programmation, mais c'est assez simple à faire. Donc, comment marche une image satellitaire ? Donc, là, on vous a remis un petit exemple à gauche. Donc, il y a plusieurs bandes qu'on appelle aussi des canaux. Ici, le bleu, le vert, le rouge. Donc, normalement, ces canaux, ils sont en noir et blanc. Là, on a mis un filtre pour qu'on comprenne à quoi ça peut ressembler. Donc, quand on combine ces 3 canaux rouge, vert, bleu, ça donne une composition colorée dite vraie couleur. Donc, une image telle qu'on pourrait l'observer, nous, avec nos yeux, rouge, vert, bleu. Mais on pourrait faire énormément de choses avec la télédétection. Par exemple, ce qu'on voit en bas, c'est un indice de végétation qui permet de mettre en valeur le développement de la végétation. Donc ça s'appelle le Normalized Difference Vegetation Index, donc un indice de végétation normalisé. Et ça, il tire parti du fait que la végétation, elle a un pic de réflectance dans le vert, donc c'est pour ça qu'on la voit verte dans le visible, ça serait le visible, à 0,7 microns à peu près. Elle a une absorption assez grande dans le rouge, qu'on voit ici, et une absorption également, une réflectance très grande dans l'infrarouge, ici. Donc on tire parti de la différence entre l'infrarouge et le rouge pour mettre en valeur la végétation par cet indice normalisé. Et donc ça donne ça. Ce qui est en vert foncé, ça veut dire que la végétation se développe bien. Ce qui est en blanc, c'est que la végétation ne se développe pas bien. Et en rouge, on ne voit pas beaucoup de rouge, mais c'est par ici et là. Ça, ce sont les zones en eau. Donc à partir de seulement un calcul sur 2 ou 3 bandes de détection, on peut avoir une information très intéressante sur le développement de la végétation. Donc ça, c'est le NDVI. Donc on utilise la bande du proche infrarouge et du rouge. Donc, en télédétection, on ne travaille pas uniquement sur une image. Il faut bien assigner à un pixel à quoi il appartient. Donc, il y a des classes. Et c'est des classes d'occupation du sol. On a travaillé d'abord sur la classe d'occupation du sol national, le National Land Cover Database, pour améliorer sa résolution. Comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de détails dans notre modélisation. Voilà. On a beaucoup plus de détails
dans les forêts, on a trouvé des routes en plus, et ça va nous aider pour après, notamment pour le potentiel des habitats de bisons, en fait. Voilà. Donc comment on classifie ce genre de résultats? En fait, on entraîne simplement notre image de base sur la donnée fournie, qui est sûre, qui est déjà vérifiée par les États compétents. Et on assigne, on dit que ça, c'est une forêt, et que l'information spectrale de notre image correspond à cette forêt. Donc il va entraîner, il va classer chaque caractéristique spectrale qui ressemble donc à cette forêt dans la forêt. Et là, on voit la matrice de confusion qui est en fait nos résultats. Donc ils sont plutôt bons. On voit que la classe 71 qui correspond aux prairies et 81 aux cultures, 82 pardon, aux cultures, a été bien trouvée par le modèle. Voilà. Donc pour nous, c'était intéressant d'avoir la classe 71, celle qui a été bien trouvée ici, parce que c'est ce qui correspond aux prairies. Donc c'est intéressant pour nous de savoir où vivent les bisons. Ils vivent dans les prairies. Et la classe 82, les cultures, c'est intéressant aussi parce que les bisons vont éviter les cultures. On travaille avec des variables biophysiques. Elle nous sert à quoi? Elle nous sert tout simplement, comme on l'a vu avec l'indice que tu as présenté, le NDVI, de révéler l'état, le fonctionnement végétatif de la zone. Et donc ça passe essentiellement par une analyse de la réflectance entre la surface et l'atmosphère, et ce que le modèle en déduit. Alors là, c'est un modèle de réseaux neuronaux. Raphaël a très bien dit, mais si je peux compléter, on part d'une image, on sait que le soleil, il éclaire le sol, il interagit avec la surface, avec la végétation, et après, ça réfléchit, et le capteur récupère cette information. Donc nous, on tire parti du fait qu'il y a une interaction avec le couvercle végétal du rayonnement, et ce qu'on veut obtenir, ce sont des variables biophysiques pour expliquer le fonctionnement de cette végétation. Donc nous, ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Donc on a la signature spectrale de la végétation, on essaie de faire le lien entre les deux, entre signature spectrale de la végétation qu'on a présentée, et puis cette interaction atmosphère, soleil, capteur et végétation. On fait des techniques d'inversion, donc inverser ce signal pour avoir des variables biophysiques par, comme tu disais, un modèle de réseaux neuronaux, donc de deep learning. Donc voici les variables biophysiques qu'on a calculées. Il y en a 5 en tout. On a d'abord le F-cover qui représente la fraction végétative d'une surface. Et il y a le green LAI aussi, qui est sur la surface foliaire verte par unité de surface. Et la différence entre les deux, c'est que quand on calcule un green LAI, par exemple, on va entasser les feuilles vertes et voir combien il y en a par unité de surface. Alors que le F-cover, on fait pareil avec la végétation, mais on regarde combien de pourcents il y a de sol nu à travers cette végétation. Ensuite, il suit le LAI-CAB, qui représente tout simplement la teneur en chlorophylle. La chlorophylle, c'est la portion de pigment, merci, dans la feuille. Spécifiquement, ici, on est sur des prairies dont le pigment est plutôt marron, comme on l'a vu sur les photos. Il y a le LAI Canopy Water Content, qui est simplement l'humidité de la feuille, le taux en eau. Et le FAPAR, qui est la fraction du rayon absorbé dans la photosynthèse. La fraction absorbée du rayonnement actif pour la photosynthèse, donc c'est le rapport entre le rayonnement qui arrive vers le sol, qui est réfléchi, et ce rapport-là qui sert effectivement à la photosynthèse de la plante. Donc ça donne un indicateur de l'absorption du carbone dans l'atmosphère par les plantes. Donc ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces variables biophysiques apporte une information en elle-même. Le green LAI sur le développement de la plante, par exemple,
Le LAI-CAB sur pareil, le développement de la plante avec le développement chlorophylien. Le CW, si la plante est en situation de stress hydrique ou pas, puisque en fonction de sa teneur en eau, elle peut être en stress ou non. Le F-cover, savoir où se situent les plantes et pareil, à quel point elles sont développées. Et le FEPAR, ça peut même donner un indicateur de carbone dans l'atmosphère. Donc plus c'est jaune, plus la plante est en capacité d'absorber du carbone. Donc un petit coup de méthodologie. On a pris la première image de chaque saison sur la série temporelle qui partait de 2020 à 2024, donc sur 5 ans, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Et on a analysé sur chaque classe d'occupation du sol, en série temporelle, ce que donnaient ces variables physiques. Ici, c'est plus simple à voir, à comprendre. Donc ça, c'est notre classification du sol améliorée, qui passait de 30 mètres de résolution spatiale à 10 mètres. On a extrait, par exemple, vous voyez ici ce qui est en vert foncé, les forêts. On a extrait les forêts. Ce qui est en blanc, ce ne sont pas des forêts. Ce qui est en noir, ce sont des forêts. Donc on a fait des cartes binaires comme ça, et on a pris les variables physiques, et on a dit quelle est la moyenne de chaque variable physique par classification d'occupation du sol. Donc, quelle est la moyenne, par exemple, du Green LAI sur les classes forêts? On a vu ça également sur les classes de prairies et de culture. Donc c'est ce qu'on appelle en géomatique, en télédetection, de la statistique zonale. On continue également sur les indices de biodiversité. Donc là, on a fait les classifications d'occupation du sol, les variables physiques. Maintenant, on passe aux indices de biodiversité. Comment est-ce qu'on a fait pour évaluer la biodiversité dans notre zone d'étude? Donc, on est passé par une méthodologie de programmation. C'est un sujet en forte croissance dans la communauté scientifique aujourd'hui. Il y a un rapprochement de plus en plus étroit entre la télédetection et l'écologie actuellement. On est en plein dans la chose. Ça part d'un postulat fort, d'une hypothèse forte, qui est que les objets thématiques ont une signature spectrale différente à une date donnée et pour une gamme de longueur d'onde choisie. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que nous, en télédetection, comme on a des pixels de 10 mètres par 10 mètres, aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on observe de plus fin, 10 mètres par 10 mètres, on ne peut pas observer une espèce par un pixel de 10 mètres par 10 mètres, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on part du postulat qu'une espèce, par exemple de flore, a une signature spectrale, et on tire de cette signature spectrale une biodiversité commune. Deux petits schémas pour vous expliquer ce qu'est les principaux types de biodiversité aujourd'hui, utilisés en écologie. La biodiversité alpha et la biodiversité bêta. Alpha, c'est imaginer deux habitats, un habitat 1 et un habitat 2. Dans l'habitat 1, on va juste compter le nombre d'espèces qui sont différentes. Par exemple, ici, on a des bisons, de l'aigle ou un castor, par exemple. Et bien, ça ferait une diversité alpha de 3. Dans l'habitat 2, on a 4 espèces différentes, on ajoute des cervidés. La diversité alpha serait de 4. La biodiversité bêta, donc celle-ci, en écologie, c'est juste regarder l'interaction qu'il y a entre les deux, la différence qu'il y a entre les deux habitats. Par exemple, entre habitat 2 et habitat 1, la différence est de 4 moins 3, c'est 1. Donc la biodiversité bêta en écologie, on dirait que c'est 1. Nous, en télédetection, comme on a une information spatialisée, la diversité bêta elle est un peu différente puisque on va identifier des zones de communautés d'espèces homogènes. Par exemple, dans cette zone-là, on observe des bisons qui vivent dans des feuillus et des conifères. Dans cette zone-là, on pourra observer des castors qui vivent dans des feuillus. Donc là, pareil, ici et là. Chaque zone correspond à un paysage ou à un habitat, un milieu qui accueille les espèces. Voilà. Ce qui découle de ces deux méthodologies, de alpha et bêta, on trouve deux indices intéressants. L'indice de Shannon, qui étudie la diversité spectrale d'un pixel, et l'indice de Simpson, qui mesure plutôt la diversité du milieu en comparant le nombre d'espèces, en faisant une probabilité du nombre d'espèces qu'il pourrait y avoir dans un périmètre donné. Juste un petit rappel qu'en écologie, en détection, alpha et bêta sont un peu différentes. Et nous, bêta, ce sera la dissimilarité des communautés d'espèces différentes. Donc c'est un petit peu mieux dit que ce que je venais de raconter. Le stress hydrique dans la réserve. Donc là, on a vu la classification d'occupation du sol, les variables physiques, comment est-ce qu'on a fait, la biodiversité. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on a fait pour étudier le stress hydrique dans cette réserve. Donc on avait notre donnée principale qui est la série temporelle Sentinel-2, donc ce satellite européen à 10 mètres de résolution spatiale. On avait une série temporelle Landsat. Alors Landsat, la différence avec notre satellite européen, il est moins bien résolu. Donc la résolution est à 30 mètres. Mais ce qui diffère, c'est qu'on a une bande thermique, donc qui est dans le infrarouge lointain. Cet infrarouge lointain, il donne une information pour la température de surface. Pour nous, c'est intéressant
pour estimer un indice qui s'appelle le Water Deficit Index, donc un indice de stress hydrique. Donc en fait, ça tire parti de la différence du rapport entre la température de surface et puis un indice de végétation. Donc là, c'est le NDVI, mais qu'on a déjà présenté au début de la présentation, mais on aurait pu prendre le F-cover. Donc on a pris cette série temporelle Landsat, le package WDIUF, donc ça c'est très technique, mais c'est la programmation, et en sortie, on a obtenu ce Water Deficit Index. On avait notre série temporelle Sentinel-2, on a calculé des indices spectraux également, en identifiant des surfaces en eau sur notre zone d'étude. Et on a pu voir au cours du temps une série temporelle de surfaces en eau, donc comment évolue la surface en eau sur notre zone d'étude, sur toutes les images qu'on avait. À côté de ça, on avait aussi des données climatiques, dites SHIRPS, donc ce sont des données climatiques satellitaires, pour avoir une identification des séries temporelles de précipitations. Donc comment et à quel point sont tombées les précipitations sur notre zone d'étude à la période d'étude donnée. Et enfin, notre Water Deficit Index, on avait quelques images issues de la série temporelle Landsat. Et pour améliorer la série temporelle, donc avoir plus d'images au cours du temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un algorithme de deep learning, donc c'est la programmation de l'apprentissage profond, un algorithme qui s'appelle UNet. Et en fait, on a essayé de voir si dans toutes les bandes spectrales qu'avait Sentinel-2, celle-ci, même s'il n'y a pas de thermique, on pouvait retrouver quelque part dans les mathématiques, entre les deux, entre ça et la série temporelle Sentinel-2, si quelque part il existait une relation entre les deux. Donc on a utilisé un algorithme de deep learning qui s'appelle UNet pour augmenter notre nombre d'images dans le Water Deficit Index. Alors, on va vous présenter la méthode de la réintroduction du bison. Alors, on a tiré cette méthode d'un article qui est apparu sur une zone du Canada. Et l'idée, c'est de faire du geoscoring. C'est attribuer des poids sur des types de lieux pour évaluer le potentiel d'habitat des bisons. Par exemple, ils préfèrent notamment les prairies d'altitude, les pentes. Ils évitent plutôt les zones d'eau lorsqu'il y a la saison de repos. Mais aussi, ils ont besoin de zones avec biomasse. Les zones sans biomasse, ça n'a aucun intérêt pour le broutage. Ils évitent aussi les zones de culture qui sont beaucoup trop anthropisées pour les bisons. Ainsi, les zones imperméables comme les routes, les villes. Et avec ça, donc on a fait un géoscoring, mais on a aussi calculé la capacité de charge par pixel des bisons. Combien de bisons on peut avoir sur un pixel. Ça, c'est l'idée. Donc cette formule-là, qu'on va préciser, on a en F la biomasse, en fait, qui a été calculée à partir du LAI, le P, sélection qui estime la probabilité de zone d'habitat d'un bison, P qui est le fourrage de la biomasse, on prend 40% de fourrage pris dans une journée, et en une journée, là c'est écrit par hier, mais on l'a calculé sur une image, donc ce sera une journée, le groupe de bisons mange en moyenne 12,2 kg d'herbe. Voilà. Alors tous ces chiffres-là, on ne les a pas inventés, c'était issu d'une publication scientifique, donc celle-ci en bas, qui avait un site d'études similaire au nôtre, au Canada. Et donc on a pris leurs coefficients qu'ils avaient donnés dans ce site d'études sur cette publication, et cette équation avec leur multiplicateur ici. Donc comment est-ce qu'on a estimé ce nombre de bisons pouvant vivre dans la réserve? Notre méthodologie principale, comme l'a dit Raphaël, c'est d'estimer la biomasse aérienne, puisque la biomasse, c'est la capacité, c'est ce que peuvent manger les bisons, et on a attribué des poids ou des facteurs aux images pour identifier des habitats propices aux bisons. Donc en entrée du modèle statique qu'on a fait, on avait le LAI, qu'on a déjà présenté en variable biophysique, qui représente la biomasse, donc c'est la surface foliaire par unité de surface, de saison dormante donc en hiver et de saison de croissance en été. On avait aussi des géomorphons. Alors les géomorphons, c'est ce que vous avez à droite, donc là on ne voit pas très bien. Mais en fait, un pixel de relief, par exemple, donc ça c'est issu d'une donnée de relief, les géomorphons. Un pixel ici en bleu, ça veut dire que parmi tous ces pixels voisins, ce pixel en bleu
eh ben, il apparaît comme une vallée. Le pixel en rouge qui est ici, parmi tous ces pixels voisins, il apparaît comme une terre haute. Ce qui est en jaune, ce sont les pentes. Donc nous, on a gardé les endroits où les bisons peuvent aller, ou leur propension à aller, c'est-à-dire les pentes, les hauts de pente, comme ici. Ils vont éviter les vallées. Donc pour nous, ce sont des informations capitales pour savoir où vivent les bisons. Alors on sait que cette approche est exploratoire et biaisée, mais ça montre un domaine d'application pour ces données satellitaires. Par exemple, il manque une notion essentielle qui s'appelle le fencing. Donc c'est le fait qu'en Amérique du Nord, les bisons ils vivent pas n'importe où dans la nature. Ils sont systématiquement ou quasiment systématiquement clôturés par des barrières. Et nous, n'ayant pas ces informations, eh ben, on a fait les calculs comme si les bisons pouvaient se promener partout dans l'espace, de façon isotropique. Donc la biomasse estimée sur la classe prairie herbacée, c'est un petit exemple de ce qu'on a obtenu à partir des coefficients de la publication qu'on a présentée précédemment. Donc là, c'est la classe issue de la classification d'occupation du sol, uniquement prairie et herbacée, donc tout ce qui correspond à de l'herbe. Par exemple, ce qui est en culture ou en surface en eau qui sont ici, apparaissent en blanc, c'est des non-attributed values, donc des valeurs non attribuées. Également les forêts qui sont en blanc. Ouais, là. Donc on a pris le LAI, on l'a étiré, et on a dit par exemple qu'au maximum des prairies, eh ben, il peut y avoir 20 kg par hectare de végétation, et au minimum, eh ben, 1,6 kg par hectare. Donc on va passer de suite aux résultats de tout ce qu'on vous a montré. Voici l'image du F-cover calculé sur toute la zone de traitement. Voilà, tout ce qui est en plus de 1, entre 8 et 1, c'est des zones où la végétation est bien présente, où le sol nu est couvert de végétation. Donc on voit quand même des détails intéressants, notamment ici, dans les zones humides, où il y a une bonne végétation, mais pas que, parce que là, dans les cultures intensives aussi, forcément la végétation est bonne. Aussi en ravine, là où il y a les forêts. Sur le temps, ça nous dit que les forêts sont quand même au-dessus des cultures et prairies, généralement, avec quand même une année 2023 spéciale due à la précipitation, où les surfaces de végétation ont été beaucoup plus denses, ont gagné en végétation. Ce qu'on reconnaît ici, c'est le cycle interannuel qui est intéressant, c'est qu'on voit des pics en été, donc par exemple ici à partir de juin jusqu'en septembre, et des pics négatifs en hiver, donc par exemple ici. Voilà, donc on voit cette saisonnalité interannuelle. Donc ça, ce sont en termes temporels les statistiques zonales qu'on a présentées précédemment sur les variables physiques. Ici, c'est le F-cover. Ici, c'est le Green LAI, donc sur une date fixe. Hein. On est toujours en juillet, le 12 juillet 2022. C'est à peu près les mêmes zones qui ressortent généralement, ce qui est bon à savoir, puisque voilà, on sait que les forêts restent un système qui est bon pour le réchauffement climatique. Ouais. Donc, on voit toujours le cycle interannuel, correct, valeur moyenne qui dépasse 1. Donc, ça veut dire que c'est très vert. Là, donc, c'est le LAI-CW, donc c'est la teneur en eau de la canopée de la végétation. Donc en fait, ça donne une indication de stress de la plante. Donc on voit que les endroits qui sont dans les zones humides, donc à cet endroit-là, il y a peu de stress, donc c'est autour de 1. Il y a beaucoup d'eau dans la canopée de la plante. Pareil dans les surfaces irriguées, c'est tout à fait logique. Et le reste, c'est un grand gradient, mais en fonction des surfaces cultivées ou non. Et les prairies sont en situation de stress. Mais comme on l'a dit, les prairies, elles ont un pigment qui se rapproche de marron. Donc c'est pour ça que les valeurs ne ressortent pas beaucoup pour cet indicateur, dans les prairies en tout cas. Voilà, donc là ça se dessine plutôt bien dans le temps, les valeurs interannuelles. Et puis là on voit un dépassement de la culture par rapport aux forêts et aux prairies. Il faudrait creuser un peu plus pourquoi.
il y a ce dépassement-là. Mais c'est toujours à la même date que tout à l'heure, c'est-à-dire de septembre 2023. Le FAPAR. Donc là, on voit en jaune les zones très actives photosynthétiquement, qui absorbent beaucoup de carbone. C'est généralement les forêts, toujours un peu les mêmes zones. La culture intensive, ici. À voir, c'est que les forêts, elles sont toujours au-dessus en série temporelle, donc dans le temps. Ça veut dire que de façon générale et en moyenne, la forêt absorbe plus de CO2 que les cultures, et ce même si dans l'image précédente, on voyait que les cultures intensives absorbaient beaucoup de CO2, mais ça c'est sur une date, en juillet, et en moyenne et de façon générale, c'est la forêt qui absorbe le plus de CO2. Donc voici aussi les résultats de l'indicateur de biodiversité alpha, les indices de Shannon et Simpson. Vous voyez en rouge, c'est des zones où il y a très peu de diversité spectrale, puisqu'on est en télédétection. Ça correspond surtout aux cultures. Et par rapport à Simpson, Shannon nous donne un peu plus d'informations de ce qu'il y a dans les prairies en termes de biodiversité, qui est assez moyen. Les zones qui ressortent avec forte biodiversité sont les zones humides, les ravines, les forêts, principalement. Ici, une vision un peu plus centrée sur les cultures intensives. C'est surtout les cultures circulaires, comme vous voyez, c'est du soja, principalement, qui est cultivé. Mais on voit sur ces langues-là de la biodiversité, c'est des zones humides, sûrement des restes d'irrigation. Voilà. Sur les prairies, pareil également, il y a de nombreux lacs sur cette zone, et proche des lacs, on retrouve ces zones de biodiversité assez fortes. Puis en valeur négative, on n'a pas que les cultures, mais aussi les lacs qui n'ont pas de biodiversité. Ici sur les forêts, comme dit précédemment, on voit bien que la biodiversité est forte dans les ravines. Par rapport aux autres zones, par rapport aux cultures, on n'a pas de biodiversité à zéro, si ce n'est les endroits urbanisés, comme vous le voyez là, sur l'occupation du sol en rouge. C'est des résultats cohérents. On passe maintenant à l'indice de biodiversité alpha. Donc là, vous voyez le résultat de notre indicateur de biodiversité alpha. Chaque couleur que vous voyez représente une communauté d'espèces supposées spectralement. Donc, par exemple, vous voyez en vert les zones qui sont en surface en eau. Donc, ça veut dire que la communauté d'espèces eau, donc tout ce qui est au milieu aquatique, vivent dans ces zones qui sont en verte. En forêt, les forêts apparaissent en jaune, donc c'est une communauté d'espèces supposées qui vit en forêt. Apparaissent aussi également le violet, on va zoomer juste après, et le bleu. Alors ici, on voit une occupation du sol à mettre en corrélation avec notre indice de biodiversité bêta, c'est très corrélé les deux. En fait, quelquefois dans les cultures, donc les cultures apparaissent en marron, elles apparaissent tantôt en bleu, tantôt en violet, et ça veut dire que des fois ce sont des sols nus, la communauté d'espèces correspond à des sols nus, donc on peut voir par exemple que des serpents, je n'en sais rien, et quelquefois il y a de toutes petites herbacées, donc, comme dans les cultures par exemple, et aussi dans les prairies. Et ça correspond aussi à une espèce supposée. Donc que retenir de tout ça ? La diversité alpha est la plus forte dans les forêts et la plus faible dans les cultures intensives. Donc ça appuie bien notre propos. Et la diversité bêta montre une organisation spatiale cohérente en lien avec l'occupation du sol. Le stress hydrique dans la réserve maintenant, donc ça c'est le résultat de ce qu'on a fait, de ce qu'on a calculé, donc l'indice de surface en eau au cours du temps. Donc, au début, la surface en eau était importante et au fur et à mesure du temps, on voit qu'elle a baissé. Et ce, malgré le fait que nos indices ne soient pas parfaits. Par exemple, on voit qu'en juin 2021, juillet 2021, il y a deux dates qui sont similaires, pourtant la surface en eau est très différente.
Mais de façon générale, quand on lisse un peu tout ça par un modèle d'usage local, ça donne ça. La surface en eau a commencé à baisser en 2021. Alors, ceci n'est pas expliqué, donc on ne sait pas encore l'expliquer, mais ceci n'est pas expliqué par les précipitations, puisque là, on a le résultat des précipitations obtenues à partir des données satellitaires CHIRPS. Donc, tout ce que vous voyez, chaque trait, c'est une journée dans notre série temporelle, donc 2020, septembre 2024. Et chacun des traits représente une quantité de précipitation. Par exemple, les traits ici, c'est 30 mm qui sont tombés dans la journée. Donc la variation interannuelle existe, mais elle se ressemble dans le temps. On note quand même une extrémisation du climat en période récente. Donc, par exemple, en 2023, il a plu pas si souvent que ça, mais de façon très intensive. Et on a une sécheresse intensive et durable en 2024, début 2024. Donc ce n'est pas la variation climatique et de précipitation qui explique le fait qu'il y a une baisse de surface en eau dans la réserve. Donc on va l'observer également dans le stress hydrique. Donc là, vous avez le Water Deficit Index, donc un indice de stress hydrique dans le temps, sur la saison de juin 2022 à septembre 2022. Donc on a aussi mis ça en relation avec les précipitations pour voir si nos résultats étaient cohérents. Donc ce que vous voyez à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress hydrique, et à 1, ça veut dire qu'il y a un stress hydrique important. Donc, au début de la saison végétative, donc de la saison de culture, le 16 juin, le stress est important à peu près partout, y compris dans les cultures et les prairies. La date d'après, c'était pas de chance, puisqu'on est tombé juste après un jour de précipitation. Donc là, le stress, il est très peu important partout sur la réserve. Et après, plus on avance dans le temps et sur notre série temporelle, plus on remarque qu'il y a une différence entre les surfaces qui sont irriguées et celles qui ne le sont pas en termes de stress hydrique. Donc là, la dernière date ici, c'est le 12 septembre 2022. Les zones qui apparaissent ici, pas plus clair, les zones qui apparaissent ici sont irriguées. Elles sont beaucoup moins en stress hydrique, en situation de stress hydrique, que celles qui sont ici cultivées mais non irriguées. Un petit zoom pour y voir plus clair. Donc là, on voit que les surfaces irriguées à l'est, elles ne sont pas en stress du tout. Donc au même titre, par exemple, que les surfaces en eau, alors que les zones cultivées mais non irriguées, ici, elles sont en situation de stress. De même que le haut des pentes ici, donc là on peut voir les prairies, notamment pour les bisons. Encore un petit zoom, donc là vous voyez que le 1 est ici, le 2 là et le 3 ici. Le 1 c'est un zoom sur les cultures intensives et irriguées. Le 2 c'est le sommet des pentes, donc là où il y a beaucoup de relief. On voit que en haut des pentes, là où il y a plus d'évapotranspiration, en bas de pente, le relief fait accumuler les quantités d'eau, donc la végétation a plus d'eau disponible. Donc en haut de pente, la prairie a plus de stress hydrique. Et on observe la même chose à l'ouest, dans cette troisième zone zoomée ici. Donc là, vous voyez une carte spatio-temporelle du stress hydrique. Donc en fait, chaque couleur représente une façon homogène d'avoir un stress hydrique dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une composition colorée du stress hydrique en 2022 sur 3 dates qui nous paraissaient intéressantes. Donc en juin, au début de la saison de culture, le 11 août, en pleine saison de sécheresse, et le 12 septembre. Donc ce qui apparaît en rouge, c'est en juin, vert en août, et en bleu en septembre. Donc c'est une composition colorée de ces images temporelles. Donc ce qui vous apparaît en noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress dans les 3 images, parce que les 3 images étaient proches de 0, donc pas de stress. Donc les surfaces en eau, pas de stress hydrique sur les 3 dates. Pareil sur certaines zones irriguées, ce qui apparaît en blanc, c'est un stress hydrique sur les 3 images. Donc, on en voit un peu ici, on en voit aussi là-haut. Ça veut dire que sur les 3 images, on était en situation de stress hydrique fort. Donc on observe ça par exemple sur les prairies. Donc là et ça, ce sont des prairies. Et après, les différentes couleurs nous indiquent si une date était en situation de stress et pas les autres. Donc par exemple, en rouge, on était en stress hydrique le 16 juin essentiellement, et pas beaucoup les autres. Donc c'est le cas au début de la saison de culture dans les cultures intensives irriguées. En vert, le stress hydrique était essentiellement le 11 août et pas dans les autres dates. Donc là, on observe par exemple ici dans les forêts, c'était le cas, essentiellement au cœur de la sécheresse. Et en bleu, le stress hydrique essentiellement le 12 septembre, donc en fin de saison. Donc ça vous donne une information spatio-temporelle du comportement du stress hydrique dans la réserve. Après, il faut relativiser quand même parce que les données de température, quelquefois, on voit l'absorption de la transmittance atmosphérique dans l'atmosphère. Et donc on voit ces effets de l'atmosphère, c'est ça que je voulais dire, les effets de l'atmosphère dans l'image qui apparaissent par exemple ici. Mais ce qui est interprétable, c'est notamment le reste. Alors là, vous voyez la carte de probabilité d'emplacement des bisons. En vert,
on a une forte probabilité d'emplacement de bison, et en rouge, une moins bonne probabilité. Donc essentiellement, les zones vertes, c'est des zones où il y a une bonne biomasse, où le stress hydrique est moindre, puisqu'on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des zones en prairie où il y avait un fort stress hydrique. Mais c'est critiquable, puisque le rendu n'est pas lissé, hein, c'est par pixels. Donc on ne tient pas compte du voisinage, du rapport de voisinage entre les pixels. On retrouve très vite des zones où le potentiel est jugé à 1, et de suite, en rouge, des zones où on ne pourrait pas mettre de bison. Après, cette carte, elle donne quand même un indicateur général sur la situation de probabilité de bison dans la réserve. Donc, tous les endroits qui sont en général en vert, c'est l'endroit où on pourrait mettre des bisons s'il n'y avait pas de clôture donc par détection. Donc c'est cohérent parce que par exemple, les bisons ne vont pas vivre au centre des surfaces en eau ici. Ils vont éviter, mais pas tout à fait, les surfaces cultivées. Donc cette carte, elle nous a permis une certaine cohérence. On l'a utilisée pour la carte suivante, qui est la capacité de charge. Donc pour rappel, c'est le nombre maximum ou optimum d'animaux qu'un territoire, qu'un pixel en l'occurrence, de 100 mètres carrés, donc 10 mètres par 10 mètres, peut tolérer sans que la ressource végétale ou le sol ne subisse de dégradation irrémédiable. Donc en bas, là où il y a les prairies les plus abondantes et les plus riches en biomasse, la capacité de charge atteint 0,65. Donc ça veut dire que, en gros, on peut accueillir 0,65 bisons pour 100 mètres carrés. On ne va pas les couper en deux, c'est un ordre d'idée pour voir ce qu'on pourrait accueillir dans la réserve. Là aussi, cette carte est cohérente et elle pourrait aider les populations autochtones à réintroduire le bison. C'est là aussi une perspective. Pour conclure, donc, on fait une conclusion générale sur nos résultats. Chaque variable biophysique apporte une information supplémentaire au NLIS. Chacune est une information en elle-même. On a pu mettre en évidence le stress hydrique chez les surfaces non irriguées par rapport à celles qui l'étaient. On a aussi mis en évidence une importante diversité et un potentiel de présence du bison important dans certaines zones, notamment les prairies au sud. Et en conclusion générale, donc, en prenant un peu plus de recul sur ce qu'on a fait et sur le projet professionnel, donc, la réintroduction du bison, c'est un exemple d'application des images satellites pour servir à la gestion de territoire. On a pu étudier le potentiel de réintroduction du bison, mais ça aurait pu être autre chose, encore une fois. On a montré l'intérêt d'une gestion territoriale par et pour les autochtones, parce que c'est généralement eux qui réintroduisent ces bisons, par exemple, et qui préservent l'environnement, donc du point de vue de la biodiversité ou de l'agriculture. Tous les résultats qu'on a faits, tous les traitements qu'on a faits sont automatisables par des langages de programmation, et donc sont transmissibles à d'autres sites partout aux USA et à tous les autres sites amérindiens. Après, il faut aussi retenir que c'est un projet professionnel de recherche. On a eu 40 heures dans nos cours pour faire ça. On a dû travailler en dehors, mais on avait 40 heures. Les données satellitaires apportent une précision temporelle et spatiale au NLIS, en plus de donner des données supplémentaires. Et chaque image, chaque résultat, chaque traitement est une donnée nouvelle et exploitable. Une petite perspective. Ici, on voit une carte des zones de biodiversité à l'échelle américaine du Nord, et des réserves en bleu autochtones. Donc elles sont souvent placées au même endroit. Et on voulait citer Ochene qui explique que 80% des zones de biodiversité se retrouvent en fait dans des réserves autochtones. Mais seulement 0,74% de cette richesse, que 0,74% des revenus tirés par la biodiversité vont aux non-natifs. Donc il y a toujours ce problème d'inégalité structurelle qui reste. Après, pour ouvrir le débat, nous, on n'a pas eu beaucoup de liens avec la réserve indienne de Pine Ridge, des données locales et in situ. On aurait bien aimé, mais on n'a pas eu l'occasion. Ça aurait été intéressant parce que notre approche, elle peut paraître un petit peu technocratique et vue de l'extérieur, vue du haut, vue de l'espace, alors qu'on aurait bien aimé avoir plus d'aspects thématiques et local sur la chose. Après, en termes de télédétection, on peut dire que les technologies elles vont très vite et les façons de les traiter vont très vite. Donc, il y a des satellites aujourd'hui qui sont plus utiles que ce qu'on a fait, des techniques qui sont plus utiles, mais on a fait ce qu'on a pu avec le temps imparti. Merci de votre écoute. Merci. Petit mot. Bon, merci pour cet exposé
parfois très pointu, mais quand même très très intéressant. Alors je voulais juste signaler que vous avez eu un très fort investissement pour faire ce travail par rapport à ce qui est prévu dans le master. 40 heures, mais je pense que c'est au moins 120 heures de travail que vous avez utilisé. Il y a un fort investissement, il y a beaucoup d'innovation. Vous avez innové des méthodes nouvelles qui ont été apportées dans ce contexte-là. Donc ça, pour votre projet dans le master, c'est très important. Et puis surtout, vous avez fait preuve d'une très grande autonomie pour faire tout ce travail. Donc je pense que vous avez réalisé l'importance de tout ce qui a été fait. On n'imagine pas non plus tout ce que vous avez fait en automatisation des tâches, en développement informatique. Donc c'est un travail très important et je suis assez épaté de voir ce que vous pouvez faire en 40 heures signalées. Donc c'est très très bien. Et puis encore félicitations pour cette deuxième présentation après en avoir fait une dans le cadre du master qui était elle beaucoup plus, encore plus scientifique que celle-là. Alors félicitations Raphaël et Yaël et bravo. Merci. Passer le micro pour qui des gens. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous êtes intéressé aux bisons? Qu'est-ce qu'apportent les bisons à la biodiversité, à la maintenance de l'écologie américaine? Vous pouvez commencer peut-être avec cette question-là. Merci, très bonne question. On n'avait pas de consigne pour ce projet professionnel, cette UE. Et donc on cherchait en fait un fil rouge, on va dire, pour utiliser nos variables biophysiques pour vraiment quelque chose qui sert aux Amérindiens, aux autochtones, propres à leur culture. Et les bisons semblaient être un bon choix, un choix idéal pour étudier justement le potentiel, les zones potentielles pour réintroduire le bison, aussi la capacité de charge des prairies. Et l'idée est venue assez... Est-ce que les bisons protègent mieux la biodiversité que d'autres espèces qu'on Oui. peut... Oui, je pense, par rapport aux vaches, par exemple, les bisons sont beaucoup plus aptes à être dans ce genre de biome, les grandes prairies, puisqu'elles apportent, après en détail, elles apportent On n'est pas écologue, mais d'après ce qu'on a vu, les bisons, ils ont une capacité, enfin, ils ont une façon de brouter qui évite d'éroder le sol à long terme. Et c'est très ancré dans la culture amérindienne, les bisons, et vivre avec les bisons. Donc pour nous, c'était intéressant d'en parler. Et en plus de ça, ça a intéressé aussi Aude Chenet qui travaille avec l'ONG. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je passe le micro. Je vais laisser Hilary peut-être passer le micro pour d'autres questions. Des questions? Merci beaucoup déjà. J'ai une question qui va être un peu technique, mais est-ce qu'à force d'utiliser et d'améliorer la technologie, on pourrait imaginer directement comptabiliser le nombre de bisons à partir du spectre qu'un bison peut absorber ou réfléchir depuis un satellite. Depuis un satellite. Et est-ce que cette technologie, elle n'existe pas déjà, par exemple, ou est-ce qu'elle n'est pas... Mais elle est peut-être très chère à utiliser, ou elle est en phase de recherche C'est une bonne question, mais en fait, aujourd'hui, la principale contrainte, c'est la résolution spatiale. Donc là, un bison, ça ne peut pas faire 10 mètres de côté, donc ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a des satellites qui vont jusqu'à 1,5 mètre de côté, voire moins, mais c'est dans le domaine militaire plutôt. Et dont nous, on n'y a pas accès, ce n'est pas des données libres. Mais techniquement, ce serait possible. Je doute que ce soit vraiment sur le court ou moyen terme. Ce serait plutôt à très long terme qu'on pourrait avoir ce genre de données. Après, il y a d'autres techniques, sans passer par forcément l'optique, donc la signature que donnerait un bison, par exemple, qui serait envisageable. Mais là, il faudrait être vraiment sur le terrain, soit faire ça par avion ou par drone. Donc ça, c'est possible, mais pas par satellite.
du coup, ça porte pas du coup sur la zone que vous avez étudiée, mais je me demandais si c'était possible de voir la biomasse dans les zones d'eau, parce que justement, vous avez dit que c'était nul la biomasse sur les zones d'eau, mais est-ce que c'est possible de la voir avec un spectre aussi avec les satellites, ou pas du tout? C'est possible, bien sûr. Bon, pas avec les images des capteurs qu'on a utilisés, puisqu'il faudrait une résolution bien meilleure. Mais au point de vue de la profondeur du lac, c'est tout à fait possible d'estimer la biomasse du fond marin. Après, pour compléter, nous, on peut voir par nos satellites qu'on a utilisés la chlorophylle qu'il y a dans l'eau, mais la biomasse, on ne l'a pas directement calculée, on l'a estimée à partir de la surface foliaire, mais on peut estimer la chlorophylle qui donne un ordre d'idée de comment se comporte la végétation sous-marine. Du coup, j'ai une question technique encore sur le satellite. Quelle emprise au sol vous arrivez à calculer? Parce que tu parlais par exemple de feuillage. Est-ce que si une feuille recouvre une autre feuille, le satellite arrive à prendre en compte la masse de la feuille du dessous, ou est-ce qu'il n'y a que la masse de la feuille du dessus qui est prise en compte, comme c'est de la surface? C'est une très bonne question. Je pense que vous saurez bien y répondre, mais oui, du coup, il y a les deux. Et donc le satellite, il part du dessus, mais il mesure la canopée. S'il était, vous répondrez, je pense, beaucoup mieux que nous à cette question. Mais oui, ça dépend aussi de l'angle. Comment est le satellite par rapport à la végétation? Il n'est pas vraiment au nadir, au-dessus. Il est aussi de côté. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux, je crois. J'avais une petite remarque pour l'eau, la biodiversité dans de l'eau. Effectivement, ça peut se faire, et vous avez déjà répondu à la question, mais ça peut se faire surtout avec des images aériennes qu'on appelle hyperspectrales. Et là, effectivement, on peut voir en profondeur ce qu'il y a dans l'eau. Ça dépend de sa turbidité, mais ça va assez loin maintenant. Il y a des études qui se font en milieu côtier pour connaître la biodiversité sous-marine. Donc ça existe. Alors, j'avais une question, c'est tout ce que vous avez fait, toutes les variables, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées dans un contexte de changement climatique sur d'autres territoires? C'est-à-dire, est-ce que ça peut servir pour étudier les conséquences des changements climatiques sur l'environnement? Évidemment, je pense à plus d'un titre. Les variables biophysiques, il y en a qui donnent un indicateur de stress hydrique de la plante, donc ça c'est une chose en soi. Après, on a étudié aussi le stress hydrique, la surface en eau. On ne pensait pas que ce serait un indicateur intéressant, mais au final, ça l'a été. On a vu une rupture en 2021 avec une baisse. Donc ça, chaque territoire est vernaculaire et a sa propre histoire et son propre fonctionnement. Donc le changement climatique n'est pas pareil partout sur le globe. Donc si chaque territoire a son propre fonctionnement, on pourrait l'étudier avec ses utilisations satellitaires, les variables physiques, le stress hydrique ou d'autres. Merci. Bon, bravo pour votre travail. Là. Moi, je voudrais revenir plutôt sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, vous avez un ensemble de variables biophysiques, bien carré. Parce que là, vous avez un exposé qui permet de décrire des états du territoire. Alors, est-ce qu'on peut, avec ce que vous avez fait, je suppose que ça va être le travail après, mais est-ce qu'on peut déjà voir, d'abord d'avoir peut-être une agrégation qui donne un état de santé un peu global, et deuxièmement, est-ce que vous avez des idées, par exemple, si vous avez dit qu'il y avait des sols nus, bon, si on les supprime, qu'est-ce que ça provoque? Vous avez des cultures intensives, mais on n'est peut-être pas obligé de faire du soja, etc. Est-ce que vous en êtes au stade un petit peu de la simulation, je dirais? C'est une question très intéressante, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup votre idée de faire une agrégation de données pour avoir un indicateur de comment fonctionne la plante dans l'espace.
On aurait pu faire ça à peu près dans la même méthodologie que ce qu'on a fait pour les bisons, c'est-à-dire un geoscoring. En gros, on attribuait des poids aux différentes images qu'on avait trouvées. C'est une bonne idée, c'est envisageable. C'est pas très loin à faire en plus de ça. Et oui, ça, il faut des dires d'experts. Oui, deux questions d'un néophyte. Est-ce que le problème de la résolution impacte votre modèle? C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des sociétés comme Maxar ou la NASA, pour une agence fédérale, qui auraient pu vous fournir des données plus précises en termes de résolution. Est-ce que vous aviez pensé ou est-ce que vous avez essuyé des refus? Ou est-ce que c'était des problèmes de budget, de temps? Le temps sûrement. Nous, la commande, c'était d'utiliser ces données Sentinel-2, donc c'est couramment utilisé parce qu'il y a une forte répétitivité temporelle, c'est tous les 5 jours en gros. On a des données plus résolues, mais pour votre première question, alors oui, ça impacte sûrement sur le modèle, mais là, c'est vraiment des processus physiques bien pointus. Je pense que vous répondriez encore mieux à cette question que moi. Mais nous, on ne pouvait pas demander comme ça, on est limité. En plus, la politique de notre master, on est dans l'université publique, c'est d'utiliser des données open source, donc on ne va pas demander ou commander des données qui sont payantes, et non plus militaires. Deuxième question, qu'est-ce que vous imaginez faire de votre étude? Est-ce que vous allez lui donner un débouché industriel? Parce que c'est un modèle qui peut se vendre et intéresser un certain nombre d'acteurs. Tout à fait. La commande, elle est pour les autochtones, elle est prise par les autochtones. Donc on aimerait avoir un peu plus de communication avec eux pour cibler les importances. Et du coup, je pense que agriculturellement, ça pourrait être très intéressant. Il y a notamment des plantations de chanvre pour créer des vêtements qui sont faits dans ces zones-là et dont les autochtones aimeraient prendre le dessus, particulièrement. Oui. Bon, et j'ai un petit mot final pour dire que vous êtes complémentés dans une façon, excellente façon. Félicitations pour votre travail d'équipe qu'on a apprécié énormément. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour être présente ce soir et je remercie Yael et Raphaël pour ce travail immense, pour essayer de nous ouvrir à de nouvelles idées de comment gérer l'environnement pour l'avenir. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et remercier nos intervenants et l'Institut Agro. Merci beaucoup. Hein. Merci.